Salut à tous, on va parler aujourd'hui des multibaggers, de ces sociétés qui font x10, x50, x100. Alors ça paraît complètement dingue, mais ça existe et il y a pas mal d'études en fait sur le sujet. Donc on va voir ensemble études principalement aujourd'hui. Il faut s'imaginer que quelqu'un qui aurait pu mettre il y a 20 ans 1000 euros dans Amazon, aujourd'hui aurait 500 000 euros. C'est assez fou, mais il y a d'autres, tout un tas d'actions comme ça. On va parler de 3 études aujourd'hui, celle d'AltaFox Capital, The Alchemy of Multibaggers de Anna Yartseva et le fameux livre 100 Baggers de Chris Mayer. Et à la fin, on fera un petit récap avec une petite checklist qui pourra vous permettre d'essayer de détecter des futurs multibaggers. Alors, pour commencer cette présentation aujourd'hui, on va commencer avec les leçons de AltaFox Capital et je vais vous partager l'étude. Alors, je vous fais l'économie de toute l'étude parce qu'elle est assez longue. Vous allez voir, grosso modo, il y a plus de 645 slides. Et grosso modo, pour vous faire un petit peu un résumé, ils ont analysé les performances des actions qui ont le mieux performé dans les 5 dernières années. Je vous passe le disclaimer. Mais en gros, ce qu'on va pouvoir dire de cette étude globalement, c'est que les sociétés ont eu des gains supérieurs à 350%. Et moi, je me suis posé la question de dire, OK, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette étude? C'est quoi les points clés? Et finalement, qu'est-ce que ces sociétés ont en commun pour qu'on puisse rééditer un peu cet exploit? Alors, premier sujet, c'était la forte croissance de l'EBITDA et des revenus. Ça, c'était un point qui est revenu et qui était assez important. La revalorisation par le marché après avoir été sous-estimé. Il y avait souvent ce qu'on appelle des bear scénarios ou en tout cas des sous-estimations par le marché. Il y a eu ensuite des succès stratégiques d'acquisition ou des lancements de produits innovants, donc qui étaient souvent des catalyseurs. Donc c'était une réallocation parfois des capitaux en disant on va utiliser nos capitaux plutôt que de verser des dividendes en rachetant soit des sociétés, soit en augmentant la capacité de pouvoir investir dans l'outil de production. Et donc les lancements de produits innovants en font évidemment partie. Ça, je sais que Franck souligne régulièrement le ratio technologique des boîtes en portefeuille sur les DOBAS. Et ensuite, tout ce qui est avantage concurrentiel solide, le fameux moat. Donc ça peut être à travers la technologie, ça peut être à travers des brevets, une marque qui est spécifiquement forte. Et ce qui était intéressant, alors moi j'avais un exemple. Bon là on a un petit peu tous les critères, donc ils sont finalement attachés à des sociétés qui étaient on va dire supérieurs à 150 millions, mais inférieurs à 10 milliards. Taux de succès qui était assez intéressant là-dessus. Et un volume aussi quotidien au-dessus de 200 000 pour garder la capacité finalement de pouvoir acheter l'action efficacement. Alors moi je me suis intéressé à une action, Melitsim, qui détient une technologie brevetée unique au monde en chirurgie cardiaque. Donc c'était son avantage concurrentiel, c'est que c'était très compliqué pour les concurrents de la copier grâce à ces barrières réglementaires. Et du coup, quand ils ont pu arriver sur le marché, ils ont eu une croissance qui a été phénoménale. Donc voilà un peu, et là vous pouvez voir le process. Je pourrais vous mettre le lien évidemment de toute cette étude qui est assez intéressante. Alors, ensuite, il y avait une autre étude dont je voulais vous parler, qui est celle de Anna Yartseva, la science des multibaggers. Alors, je vais vous la partager. Choc. Le lien est ici. Alors, ça peut être peut-être un peu indigeste. Donc là aussi, je vais essayer de vous vulgariser un petit peu tout ce qui a été dit. En gros, Anna Yartseva, c'est une chercheuse universitaire. Elle a sélectionné, en gros, 460 entreprises américaines qui avaient un multiplicateur de plus de 10. Donc, ça veut dire ces sociétés ont multiplié leur valeur par 10. Et la question qu'on peut se poser de manière légitime, c'est comment est-ce qu'on peut repérer scientifiquement des gagnants assez exceptionnels. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette étude, il y a plusieurs choses qu'on peut retenir des travaux de Anna Yartseva. Et encore une fois, je leur précise, ce ne sont pas des conseils d'investissement qu'on propose aujourd'hui. Je fais simplement une review de 3 études parmi des dizaines et des dizaines. Et à la fin, de vous expliquer un petit peu finalement quels sont les critères qui ont été résumés. Ça ne veut pas dire qu'il y en a d'autres, qu'il n'y en a pas d'autres. Et ça ne veut pas dire que ce sont ceux absolument qu'il faut vérifier. Ce sera simplement un résumé. Donc pour reprendre, et sur les résultats qui sont intéressants, c'est souvent des petites entreprises rentables. Donc c'est l'approche dite quality value. Alors je sais qu'il y a beaucoup de définitions entre le deep value, entre le quality value qui est un peu une méthode à la William Higgins et que ça fait parfois débat. Génération élevée et régulière de free cash flow. Donc les fameux FCF, ça c'est quelque chose sur le forum des DOBAS dont on parle assez régulièrement. Importance du momentum de prix. Alors attention,
aux corrections intermédiaires entre moins 30 à moins 50%. Donc faut pas être fâché avec la volatilité, mais l'importance du momentum de prix, il est évidemment voilà, ça peut être significatif. Et un dernier sujet, c'était l'influence cruciale des taux d'intérêt bas. Donc d'avoir un contexte économique favorable, ça c'est vrai que c'est des choses que parfois dans les approches quality value, deep value, on prend moins en compte parce que c'est plutôt des sujets finalement macro, donc qui sont censés un peu moins nous intéresser. Et visiblement, pour Anna Yertseva, il y a une influence autour des taux d'intérêt bas. Voilà, donc c'est assez intéressant en ça. La conclusion, c'est en fait résumer combiner une finance saine, gestion exemplaire et environnement favorable, c'est un peu le cocktail pour elle gagnant pour avoir des multibaggers. Donc voilà pour cette étude et je vais vous en présenter une dernière qui est assez intéressante. En fait, c'est le livre de Chris Mayer, Le secret des 100 baggers. Donc faire x100, ça paraît complètement délirante. En fait, Chris Mayer s'est demandé quelles actions, on reste aux États-Unis, vous allez me dire que je suis un peu obsessionnel, quelles actions aux États-Unis ont multiplié leur valeur par 100 entre 1962 et 2014. Et la conclusion de ça, c'était qu'il y avait 365 entreprises qui ont fait un x100 dans ces années-là. Et donc, je vais simplement vous partager le lien du livre, tout simplement. Alors, désolé pour la publicité pour Amazon. Donc, voilà le bouquin de Chris Mayer, 100 Baggers. Là, vous avez le résumé. Mais en gros, qu'est-ce qu'on peut dire de cette étude? En fait, les enseignements clés, c'est quoi? La croissance annuelle des bénéfices entre 20 à 30% sur plusieurs décennies. La faible capitalisation, ça c'est quelque chose qu'on retrouve globalement dans les trois études. Pourquoi? Parce que ça permet une croissance derrière qui est exponentielle. C'est plus simple d'avoir une boîte qui croît très très fortement quand elle est plus petite qu'une boîte qui est déjà avec plusieurs dizaines ou centaines de milliards évidemment de market cap. Un retour sur capitaux propres, donc le fameux ROE, Return on Equity, élevé, réinvesti constamment. Ça, on en avait parlé avec Franck. Une boîte qui a des retours sur capitaux propres très importants, mais qui délivre toute la valeur aux actionnaires. Finalement, elle a moins à réinvestir dans la boîte, et donc forcément, l'effet boule de neige est moins gros. Donc ça, c'est un élément qui est hyper important. Le management qui est engagé, souvent fondateur actionnaire. Ça, c'est vrai que ça fait partie des critères d'un Warren Buffett, d'un William Egon, sur le fait de savoir que le management est incentivé, engagé, parce qu'il va forcément faire des choix qui vont être complètement corrélés avec les actionnaires. Et le dernier sujet, c'est l'avantage concurrentiel clair et durable. On en a parlé tout à l'heure au niveau du mot technologique des brevets. Donc là, c'est un exemple, c'est des marges brutes élevées. Ça peut laisser penser que quand on a des marges brutes importantes, et forcément, on bénéficie d'une forme d'avantage concurrentiel. Donc c'est ça qui peut être intéressant. Et dans le bouquin, ils utilisent un exemple qui est très concret. Peut-être que vous connaissez les boissons énergisantes Monster. Monster Beverage, qui était à la base une petite entreprise de boissons, c'est devenu un géant mondial. Et en gros, il y avait à peu près tous ces ingrédients-là. 10 000 euros qui auraient été investis. En 15 ans, ça a donné plus d'1 million. Donc c'est finalement quelque chose d'assez hallucinant. Donc voilà pour cette étude-là. Voilà ce que je peux vous dire. Si on fait un petit résumé autour de tout ça, je vous avais parlé d'une petite checklist. Je suis hyper curieux d'avoir vos feedbacks. Alors évidemment, je reprends toutes les pincettes d'usage. Ici, je fais pas une recommandation en disant que les seuls multibaggers viennent du fait de faire des critères quality value. Je me suis basé, alors il y a plein d'études, je n'en ai sélectionné que 3 pour avoir une overview. Ce sera d'ailleurs intéressant qu'on refasse une vidéo avec Franck sur ce qu'ont été les multibaggers des Dobas et d'après ce qu'on avait pu voir ensemble, d'ailleurs la grande majorité venait plutôt des boîtes qui étaient des boîtes deep value plutôt que quality value. Donc ça va être intéressant de vous donner avec peut-être des cas concrets la prochaine fois sur ce qui a été fait avec les Dobas, vraiment les éléments. Là, je me suis attardé sur ces 3 études. On ouvre le débat. Vous me direz un petit peu en commentaire, est-ce que vous avez déjà eu en portefeuille des multibaggers? Quels sont vos critères? Et si éventuellement vous voulez la checklist, je vous l'envoie. Vous mettez un petit commentaire et puis je vous l'envoie sans aucun problème. Alors, pour conclure cette vidéo, je vais tout de suite vous montrer un petit peu cette checklist et la commenter avec vous. Donc, il y avait différents types d'indicateurs, d'indicateurs clés. D'abord, des indicateurs quanti, quali et psychologiques. Alors, quantitatif, croissance du chiffre d'affaires supérieur à 15 ou 30% par an. Je le disais tout à l'heure, c'est évidemment beaucoup plus simple quand vous avez une boîte qui est une petite structure plutôt qu'une très grosse structure qui a un marché évidemment beaucoup plus concurrencé ou concurrentiel. Un EBITDA supérieur à 20 ou 30% par an.
Alors, moi, personnellement, je trouve que c'est un critère intéressant, mais que je remettrais un peu en cause et je privilégie effectivement plutôt celui du ROE, d'avoir un ROE élevé, parce que bah, forcément, les normes comptables, elles peuvent toujours être un peu remises en question. Euh, mais disons que le fait d'avoir des marges brutes ou un EBITDA, si vous avez en plus un ROE élevé, bon, bah, vous pouvez savoir et vous dire que vous êtes face à une société qui génère du cash flow et donc qui est dans un état financier assez intéressant. La dette, avoir une dette maîtrisée. Alors c'est important. Là aussi, on parle de ROE, mais parfois on peut utiliser de la dette parce qu'on va le réinvestir et donc forcément on va faire un peu levier. Donc voilà, faut mettre ça en exergue, mais ça peut être évidemment un sujet intéressant de savoir si votre boîte n'est pas trop endettée. La valorisation attractive. Alors le PER ou le V sur EBITDA, ça peut être des indicateurs. Faire attention aussi parce que parfois le PER d'une année sur l'autre, en fonction de la cyclicité, c'est des indicateurs qu'il faut, j'allais dire, mettre en conjointement les uns avec les autres, mais en tout cas de s'assurer qu'on n'investit pas dans une boîte qui a un PER de 150. Alors je ne sais plus exactement quels sont les PER aujourd'hui des Nvidia ou des boîtes qui sont complètement survalorisées, mais évidemment le niveau de valorisation. Regardez aussi comment sont valorisées les boîtes du même secteur. Et donc voilà, avoir des comparables, ça c'est hyper important. Ensuite, les critères quali, l'avantage concurrentiel durable et clair, c'est le fameux mode dont on parlait tout à l'heure, technologique, des brevets, voilà, ça peut être plein de choses autour de tout ça. L'équipe dirigeante stable, évidemment, bah, la qualité du fondateur. Alors ça c'est intéressant parce qu'on en discutait avec Franck, on en avait parlé dans une interview avec William Higgins, mais le fait de savoir que on peut échanger parfois avec les équipes dirigeantes, c'est presque un biais, alors qu'en fait tout peut presque se retrouver dans les chiffres. Mais en tout cas, le fait d'avoir une équipe dirigeante qui est incentivée, qui est voilà, pleinement en partie prenante, ça peut être un critère intéressant. Business model simple, scalable et réplicable. Alors là-dessus, plutôt que de dire un business model simple, en tout cas, ce serait plutôt l'idée de dire que c'est pas parce qu'un business est boring et pas très sexy sur le marché que j'allais dire que c'est pas forcément ce qui est le plus pimpant et le plus à la mode. Bah voilà, c'était l'idée de Warren Buffett au début de dire bah il y a des business comme je sais pas la peinture, l'assurance qui sont pas des trucs très sexy mais qui sont facilement scalables. Alors après il peut y avoir plein de barrières à l'entrée et ça peut être pour le coup intéressant, mais voilà, pas forcément aller sur la plus grosse mode du moment. Innovation constante, les nouveaux marchés, voir comment la société évolue, c'est évidemment très important. Et les facteurs psychologiques, comportementaux, on reviendra, on fera sans doute une vidéo très spécifique sur que ce soit les biais avec Franck. Patience et long terme. Alors évidemment, ce qu'on retrouve dans ces différentes études, c'est le minimum 5-10 ans, idéalement 15 ans. Je crois que c'était dans la première étude qu'on a vue ensemble, où en fait, on voyait que les sociétés qui ont les plus grosses performances en termes de multiples sont celles qui vont pas avoir des multiples qui vont être incroyables sur 1 ou 2 ans, mais c'est vraiment une croissance et finalement une augmentation de la valeur de la société qui va se faire au fur et à mesure du temps. Et évidemment, une tolérance à la volatilité. Il faut accepter qu'il y ait des corrections de 30 à 50%, mais quand on sait qu'on a une société de très très grande valeur dans son portefeuille, on sait que les soubresauts du marché, qui sont une machine à voter, à un moment donné, vont nous donner raison. Et donc, il faut accepter cette volatilité parce qu'on sait forcément, à un moment donné, alors forcément non, mais on sait normalement que cette société va prendre de la valeur. Et intéressant, on n'a pas parlé sur la concentration de portefeuille entre 15 et 30 titres. Ça, c'est quelque chose sur lequel on a pas mal discuté avec Franck. Lui a beaucoup plus de titres en portefeuille, donc on reviendra sur ce sujet. Souvent, ce qui est indiqué, c'est que moins on a de sociétés en portefeuille, plus forcément on va les générer de l'alpha et de la performance, et plus on va diversifier, plus on va dégrader potentiellement cette performance. Mais ça, moi, j'aimerais bien qu'on revienne dessus parce que je suis pas tout à fait complètement d'accord avec cette notion de concentration des portefeuilles, mais en tout cas, c'est intéressant de voir que ça fait partie des points clés du résumé de ces indicateurs. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Il y aurait eu plein d'autres études à s'initier. Je vous le dis, on refera une vidéo clairement sur la différence entre quality value, deep value. On refera une vidéo avec Franck spécifiquement sur les multibaggers liés au DOBAS parce que je pense qu'il y a des choses complémentaires assez différentes qu'on pourrait évoquer. Encore une fois, je donne pas de conseils, on ne donne pas de conseils d'investissement. Là, c'était simplement de vous faire un petit écho autour de tout ça. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. À très bientôt.